vous avez dit qu'il y avait eu un marché tacite, d'une certaine façon, entre la France et le Qatar en Libye. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus ? Je crois que la France voulait mettre la main sur le pétrole libyen, hein, bien évidemment, mais c'est une supputation. Et en tout cas, le Qatar était indiscutablement très intéressé, lui, pour mettre la main sur le pétrole libyen. Parce qu'encore une fois, ils n'ont pas de pétrole. Enfin, ils n'ont pas de pétrole, ils ont surtout du gaz. Et ça nous a été redit par nos amis libyens de Tripoli, évidemment pas ceux de Benghazi, mais il y avait là, oui, il y avait incontestablement un marché. Alors on avait parlé de preuves à un certain moment. On avait parlé de documents qui ont circulé, et moi-même j'ai eu entre les mains un document que j'ai remis. Vous allez peut-être hurler de fureur et d'indignation, et que j'ai remis à mes amis algériens. Voilà. Parce qu'eux, au moins, ils lisaient ce qu'on leur donnait. Al Jazeera avait deux chaînes, la chaîne anglaise et la chaîne arabe. J'ai fait l'analyse de contenu en même temps de ce qui se passe dans la chaîne anglaise et dans la chaîne arabe, donc j'ai été posté avec deux postes. Je peux vous dire que la chaîne arabe était totalement différente de la chaîne française, de la chaîne anglaise. Ce qu'il y avait de commun, c'était les scènes ça reprenait les scènes de soulèvement, de mort, etc. Et je crois que la chaîne Al Jazeera devrait faire l'objet d'un autre débat. Vous parlez du conflit libyen ? Je parle du conflit tunisien et libyen. Tunisien et libyen. C'est après, quand la chaîne El Mayadine est venue, qui est très importante, qui a été un dissident, c'est un dissident de la chaîne Al Jazeera, Ben Jeddou, où là, nous avons une autre vision. Et c'est à partir de là où la rue arabe, si vous voulez, n'a plus suivi le mimétisme presque, excusez-moi, un peu demeuré des chaînes européennes et françaises. Oui, ce que vous dites, c'est le double langage. Pourquoi ? La version arabe vise une population de 50 millions de musulmans. Leur cible, c'est la voilée et le barbu de moins de 50 ans. Voilà, les islamistes de moins de 50 ans, c'est leur cible. En revanche, la chaîne anglaise a deux cibles. Le marché américain, après le 11 septembre, c'est compliqué d'avoir un discours viril, et aussi l'islam asiatique. Et le tout, c'est pour se désenclaver, avoir un rayonnement. L'aventure américaine s'est très vite arrêtée, l'aventure asiatique n'a même pas commencé. Et bien sûr, la chaîne arabe a perdu de voilure maintenant, elle n'est plus regardée. Oui, voilà. L'ancien ambassadeur de Djibouti en France, je voulais savoir si le fait, et ce serait peut-être très très vite une réalité, le fait d'un départ du Qatar, du Conseil du Golfe, ne va pas pousser l'Iran à créer une nouvelle alliance dans la zone en créant une nouvelle organisation qui sera partagée par l'Iran, la Turquie, le Qatar. Et peut-être cette approche va tenter Oman. Monsieur Bonnet, vous avez beaucoup parlé de la Libye. Aujourd'hui, il semble justement que la Libye soit un des pays qui intéresse le plus et qui inquiète le plus non seulement la France, mais beaucoup de pays européens. Comment voyez-vous aujourd'hui l'évolution de la situation sur place et quel rôle pourrait par exemple la France jouer aujourd'hui, non pas à l'époque du président Sarkozy, pour essayer de limiter les dégâts qui sont vraisemblablement imminents de la situation en Libye sur l'Europe. Mais ce sera pour dire que les choses sont loin de s'être simplifiées. Depuis l'époque où je faisais des voyages fréquents en Libye pour y appliquer une politique qui était la politique de la France de l'époque et qui s'est développée, je crois, pas trop mal depuis ce moment-là. Vous savez qu'aujourd'hui, la situation de la Libye est la suivante, elle est très divisée
en 3 parties en réalité, 3 États, 3 gouvernements, 3 assemblées, avec l'armée derrière qui va et qui vient, un pays qui est avant tout un pays, je dirais, assez ancien dans sa formation, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas de pouvoir central, sauf celui qu'avait instauré Kadhafi. Et aujourd'hui, les puissances occidentales, divisées elles-mêmes, font les unes et les autres, chacun leur jeu, leur histoire, pour essayer de mettre la main sur quoi? Sur la Libye et ses ressources. Les informations que nous avons les uns et les autres, qui sont utiles, je crois, d'être échangées, ce qui me permet de dire au passage, pour ne pas reprendre la parole après, que je me réjouis de voir une assemblée comme celle-ci, qui doit actualiser les choses, et ce n'est pas par hasard non plus que cette réunion intervient au moment où les choses bougent terriblement dans la région, non seulement en Libye, mais dans le reste du pays. On ne peut pas ignorer ce qui vient de se passer en Arabie Saoudite. On ne peut pas ignorer ce que nous entendons et qui vient de Téhéran, par exemple, régulièrement, bien que la discrétion soit de rigueur, nous laisse penser que chacun prend ses jeux, prend ses marques, constitue son ensemble, et que nous sommes en face d'une situation dont on ne sait pas ce qu'elle pourrait être. En tout cas, on peut le supputer. En tout cas, moi, je le suppute, je le suppose. Alors, pour répondre à la question de la Libye, que voulez-vous qu'on dise? C'est qu'elle est très divisée, très difficile. Ce sont des tribus qui n'avaient de réalité que ce que Kadhafi en avait fait. Du reste, vous observerez, au passant, que Kadhafi n'a jamais négligé les tribus, bien au contraire. Et dans les pires moments, malgré son pouvoir autoritaire, et Dieu sait qu'il l'exerçait bien, j'en ai eu la preuve à plusieurs reprises, il réunissait et il envoyait des émissaires dans les tribus. Il ne faisait rien sans avoir l'accord des tribus. Et la meilleure preuve, c'est que lui était originaire d'une de ces tribus, une des plus petites, mais des plus efficaces. Et que j'ai eu l'occasion, moi, à l'époque où je le voyais, et qu'il avait confié cette relation personnelle que nous avions à son cousin, qui était de la même origine que lui, de la même tribu, le colonel qui était chef de l'aviation générale de la Libye, et qui a mal fini, puisqu'un jour il m'a annoncé, il m'a dit, écoutez, il faut que je vous dise que malheureusement votre ami, le colonel Shehab, je ne sais plus son nom, enfin, qui est un cousin germain direct, a été tué dans un accident. La petite enquête à laquelle je me suis livré m'a laissé penser qu'il ne s'agissait pas d'un accident, en réalité. Bon, c'est un épisode pour montrer que, à cette époque-là, Kadhafi tenait bien en main la Libye, et quand je suis intervenu auprès de lui plusieurs reprises, mais pour une affaire précise qui était celle des Bulgares, dont vous vous souvenez, les infirmières bulgares, il m'a dit à la fin de l'entretien, il m'a dit, écoutez, il faut que je vous dise, bon, je veux bien vous faire plaisir, que je faisais chorus avec tous ceux qui intervenaient ici et là pour la libération. Il m'a dit, vous savez, c'est une région qui est très turbulente pour moi et qui me pose beaucoup de problèmes. Et c'est quelque chose que l'on n'imagine pas en Occident. C'est que des régions, des pays comme ça, peuvent être à certains moments en turbulence, ennuyeuse pour le pouvoir central. Donc, ce pouvoir central qui était déjà contesté en partie, mais contenu par Kadhafi, aujourd'hui est déchaîné. Ça veut dire personne n'a d'autorité. Personne ne peut intervenir. Ceux de Benghazi n'interviennent pas à Tripoli et inversement. Donc la réponse, chère madame, je ne vous ai pas vu, mais je vous ai entendu, elle peut qu'être une réponse à la mesure de la question. C'est-à-dire que tant qu'il n'y aura pas un moyen, on peut pas réfléchir au moyen, c'est autre chose, tant qu'il n'y aura pas un moyen centralisateur, avec un pouvoir fort, qui ne sera pas du tout un pouvoir démocratique, il faut le dire, parce que ça ne se prête pas à un régime comme le régime existant en Libye. Vous ne voyez pas la Libye, des élus pour l'Assemblée nationale libyenne. Ça n'existe pas. Tant qu'il n'y aura pas ça, c'est-à-dire quelqu'un qui s'imposera, eh bien, je dis que la Libye va évoluer avec des tentatives de mise en main des pouvoirs des pays occidentaux, et que nous allons à l'aventure. Mais ce n'est pas la seule dans la région. La première déclaration du président Macron a eu lieu hier ou avant-hier sur la région, et elle n'est pas négligeable.
Elle n'est pas négligeable parce qu'elle traite d'un problème qui est un véritable contentieux dans la région et qui pose beaucoup de difficultés. Et je ne suis pas sûr que parmi tous ceux qui l'ont entendu, il a fait sa déclaration au propos de la Syrie, comme vous le savez, que parmi tous ceux qui l'auront entendu, ils soient satisfaits de cette position. Car non seulement il y avait une phrase qui était « il faut que le dictateur de la Syrie reste parce qu'il n'y a personne d'autre pour le remplacer », deuxièmement, il faut parler avec les Russes tout de suite. Ce qui va à l'inverse, qui est à l'inverse de la politique que certains ont préconisée, vous vous en souvenez, il y a quelques mois, c'était pas si loin que ça, et bien que ce successeur, ce bon successeur qui était là, soit maintenant dans un poste tranquille, il était quand même pour le battre en guerre, et il fallait que Assad se libère le soir même, rappelez-vous, de la Syrie. Donc, il faut attendre les discussions. Les discussions, les rencontres, les déclarations, et je ne tiens pas pour négligeable celle qui a été faite hier, parce qu'elle émane de quelqu'un dont nous savons, M. Macron, moi je le connais bien, et vous sans doute aussi, a des qualités, mais qu'il les exprime avec autant de clarté sur un problème aussi difficile, et pour moi plutôt rassurant. Monsieur Arabidi Hilal, je suis journaliste irakien, journaliste écrivain. Vous avez parlé, comme M. Bonnet, M. Moulihi et M. le ministre, vous avez parlé pour l'intervention qatari, oui. L'intervention qatari en certains pays. Mais souvenez-vous qu'en fin 2015, il y a un groupe de 26 Qataris, ils sont kidnappés en désert d'Irak, exactement dans les frontières iraki-saoudiennes. Ce groupe de 26 Qataris, ils sont libérés en avril 2017. La somme qu'ils avaient payée, c'est $1 milliard en cash. Il avait payé dans l'aéroport iraki, à Bagdad. Moi, je trouve cette somme, $1 milliard, pour libérer, bien sûr, c'est une question humaine, pour libérer les kidnappés. Mais moi, je trouve que c'est une façon de financer quelque chose d'illégal. C'est un somme, on ne paye pas comme ça pour libérer certains otages. Autre chose, à tout à l'heure, vous avez parlé... Je crois que Roland Dumas pourrait vous en parler, parce que la philosophie française, de ce point de vue, qui diffère un peu de la philosophie anglo-saxonne, oui, fait que, même si, évidemment, on ne le dit jamais, en France... Ben c'est que cette affaire, ouais, a effectivement coûté beaucoup d'argent, mais j'ai cru noter à votre accent, si vous permettez, cher ami, que vous étiez directement intéressé par l'intervention qu'ont faite les Iraniens dans cette histoire. Et donc vous y avez quelques liens et vous avez peut-être quelques informations. Mais c'est une partie de la famille royale musulmane. Et donc, je dirais que ça n'a pas de prix. C'est un peu exagéré de dire ça sous cette forme, mais ça arrive. Et en tout cas, l'affaire se négocie ces temps-ci, parce que les sommes ont été annoncées, mais n'ont pas encore été payées. Si. Alors, vous en savez plus que moi.